Ce marché des cryptoactifs peut être segmenté en quatre parties. Donc, on aurait tout d'abord les crypto-monnaies de paiement, telles que Bitcoin, Litecoin, Monero, dans la lignée de Satoshi Nakamoto. Donc, l'objectif, c'est de servir de moyen de paiement mondial, Ouais. sans intermédiaire. Nous avons également les crypto-monnaies de plateforme, dans la lignée donc, de Vitalik Buterin, avec Ethereum, Solana, Polkadot et tant d'autres. L'objectif ici, c'est de pouvoir héberger des jetons et des activités décentralisées. Et on a deux catégories de jetons, les jetons non monétaires, qui là sont très diversifiés, effectivement, avec beaucoup de spéculation, notamment les mêmes coins entrent dans cette catégorie, puisqu'ils permettent notamment de marquer l'appartenance à une communauté. Et enfin, on a les stablecoins, qui sont la dernière catégorie. Et véritablement, cette catégorie est constituée à 99% de réserves en dollars en contrepartie, en tous les cas, ce qui fait qu'on parle quasiment de dollars numériques. Donc, selon le segment que l'on regarde, effectivement, les positionnements peuvent être différents. Et c'est intéressant parce qu'on va peut-être complètement changer de façon de parler de ce monde des crypto-monnaies. Je disais tout à l'heure avant l'émission qu'il y en a certains qui commencent à contester ce terme de Web3 ou ce terme de blockchain, ces termes trop génériques finalement, parce que commence à se réellement redessiner ce secteur complètement de façon différente. Vous vouliez revenir notamment sur l'évolution des stablecoins, ces réglementations cet été, ce Genius Act et ces stablecoins qui sont en train de passer de la blockchain publique à des blockchains privées. Exactement, et c'est le cas aux États-Unis. Malheureusement, en Europe, suite au règlement MiCA, le fait que les annonces sur la monnaie numérique de banque centrale ne soient pas très favorables aux investissements privés, puisque les entreprises qui pourraient investir se disent mais finalement je vais être en concurrence avec la BCE, ce qui n'est pas rien. Alors qu'aux États-Unis, récemment, comme nous le savons, cette monnaie numérique n'a pas été acceptée, elle a même été interdite. Oui. Donc au contraire, ce sont là les entreprises privées qui peuvent entrer dans le secteur et elles investissent de deux manières, ce qui est très intéressant. D'une part, on a beaucoup d'entreprises qui souhaitent créer des blockchains privées, avec notamment Circle qui émettait déjà son stablecoin sur Ethereum et d'autres blockchains. Mais là, Circle va créer une nouvelle blockchain privée qui va s'appeler Arc. Mais Google également, avec son Google Cloud Universal Ledger, va également créer une blockchain privée. Donc ces deux blockchains vont être totalement dédiées aux institutionnels. Elles pourront faire circuler l'USDC avec Arc, mais la blockchain de Google pourra faire circuler non seulement l'USDC de Circle, mais tous les autres futurs stablecoins agréés. Les avantages pour les émetteurs, c'est quoi ? Alors, pour l'instant, nous sommes sur les plateformes, pour les infrastructures. Eh bien, c'est simplement de faire payer l'autoroute, c'est-à-dire que l'on permet un usage de l'infrastructure contre une rémunération. Donc, on capte une partie de la valeur de l'infrastructure. Est-ce qu'on voit ce même mouvement en Europe? Parce que nous, on a l'impression d'être complètement largués en Europe sur les stablecoins. Les 99% des stablecoins sont indexés au dollar. De toute façon, on a déjà loupé ce stade-là. Nous, on est concentrés sur l'euro numérique. Est-ce qu'on va y arriver, nous, à sortir quelque chose là-dessus ou ça va seulement se passer aux États-Unis ? Je pense qu'il faudrait être plus clair sur cet euro numérique afin que les entreprises puissent être incitées à investir et à innover davantage. Mais bien avant les réglementations, je pense à une banque française, la Société Générale, avec la filiale Forge. Depuis 2023, cette banque a émis un stablecoin en euros, leur convertible. Elle est toute seule, quasiment. Je sais. Et avec Mika, l'année qui a suivi, on s'attendait à ce que d'investissements du même type puissent être entrepris. Malheureusement, cette attente autour de l'euro numérique ne permet pas d'y voir clair. Mais ce qui est quand même embêtant, c'est qu'on parle ici effectivement de stablecoin, mais on parle surtout de modernisation du système de paiement de demain. Et là, on a quand même un très très gros enjeu de souveraineté, tout simplement. Oui, tout à fait. Alors, la porte d'entrée dans ce marché des cryptoactifs pour les réglementations, ça a été les stablecoins, puisqu'en fait, bien qu'ils soient émis par des acteurs privés non bancaires, ils servent de plus en plus de monnaie. Vous l'avez dit, Pauline, notamment, ils servent dans des transferts de fonds internationaux, ils servent même au sein même des pays émergents pour remplacer la devise locale. Donc, effectivement, des questions de souveraineté monétaire se posent, et c'est pour cela que le régulateur a souhaité encadrer ce secteur, ce segment particulièrement. Et grâce à cela, aux États-Unis, on a d'autres entreprises qui, à côté de celles qui investissent dans la blockchain, vont investir dans les stablecoins, notamment Amazon et Walmart, qui sont en train d'explorer l'émission d'un stablecoin. Là, les avantages vont être de fluidifier le paiement en magasin pour Walmart et de réduire les coûts d'usage du réseau de cartes bancaires sur le commerce électronique.
Donc effectivement, il y a de gros enjeux d'investissement, mais c'est aussi le signe qu'il y a des opportunités. Il y a des opportunités, effectivement. Pauline, est-ce que ça vous inspire une question sur l'évolution des stablecoins entre les États-Unis et l'Europe? Mis à part qu'effectivement, en Europe, pour l'instant, on a assez peu de projets et on se demande si, avec le retard qu'a l'Europe aujourd'hui, eh bien, est-ce qu'elle réussira peut-être un jour à soit rattraper son retard, soit effectivement s'aligner un peu sur les projets US? Je pense que le fait de se tourner vers l'Europe est une très bonne idée, puisqu'effectivement, je pense que c'est au niveau européen qu'il faudrait avoir un investissement de grande ampleur qui puisse permettre de concurrencer peut-être à terme les blockchains privés qui sont en train de se développer.